Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence avec les résultats du baccalauréat. Ils ont été dévoilés ce mardi avec un taux de réussite en nette baisse par rapport aux années précédentes. 86% des candidats ont été reçus d'emblée. C'est quasiment 5 points de moins par rapport à 2021. Et même si Internet est désormais le moyen le plus rapide d'être fixé, certains ont quand même fait le déplacement jusqu'à leur établissement pour voir les résultats affichés, comme ici à l'établissement Rosa Parks à La Roche-sur-Yon. Très soulagée, on n'avait pas regardé avant sur internet pour venir voir en surprise au lycée, du coup c'est cool. C'est comme ça on partage entre nous, parce que le découvrir derrière un téléphone, on est tout seul et on peut pas trop partager, donc au moins là on est entre nous. Le bac, c'est mérité à ceux qui travaillent toute l'année, à ceux qui viennent, qui n'ont pas d'absentéisme. Ceux qui travaillent peuvent déjà prétendre à une mention, donc on regarde aussi les mentions. Et il y a vraiment le bac, il est juste, quoi. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, on va accueillir ceux qui vont aller au second tour pour le rattrapage, pour les euros, et on va les conseiller, quoi. 100% des Vendéens seront raccordés à la fibre d'ici fin 2023. C'est la promesse du département pour mettre fin aux zones blanches. Le vaste chantier de raccordement est maintenant enclenché depuis quelques années. Jeudi, un point d'étape était fait à la Chapelle-Hermier, entre Esnay et la Côte. Aurélien Huard fait le point avec nous. Avec Alain Leboeuf, président du conseil départemental, mais aussi et surtout aujourd'hui président de Vendée Numérique. Alain Leboeuf, Vendée Numérique, s'est donné la mission de raccorder 360 000 adresses sur la Vendée, sur 238 communes, d'ici fin 2023. Où en est-on aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est un objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, c'est d'amener la fibre optique dans chacune de nos habitations, dans chacune de nos entreprises, bien évidemment. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous arrivons à un Vendéen sur deux qui est déjà raccordable, 50%, donc du travail est réalisé. Et il est clair que nous tiendrons les promesses que nous avions formulées, c'est-à-dire qu'il faudra que tous ces Vendéens puissent être raccordés d'ici la fin de l'année 2023. Avec un chantier qui a accéléré au fil du temps. Aujourd'hui, on est à combien de raccordements chaque semaine, chaque mois ? Oui, effectivement, les équipes sont en train de s'activer. Il a fallu tout un travail de préparation. Et donc aujourd'hui, on est en train de déployer. C'est plus de 1000 personnes qui sont en train de s'activer sur l'ensemble du territoire départemental. Et donc nous sommes à 10 000 prises par mois aujourd'hui. Lorsque hier, il nous a fallu 2 ans pour accorder par exemple la ville de Pouzauges, aujourd'hui nous faisons 3 villes de Pouzauges par mois. Vous voyez un petit peu comment tout le monde s'active pour que nous puissions atteindre l'objectif de la fin d'année 2023. Alors vous le disiez, un foyer sur deux aujourd'hui est éligible à la fibre. On vous a fait un point ce jeudi à la Chapelle-Hermier dans un camping qui est un exemple en fait d'une zone rurale où la fibre est déjà bien déployée. C'est le cas dans plusieurs endroits en Vendée déjà. Oui, effectivement, on a pris cet exemple de la Chapelle-Hermier où vous avez une petite agglomération mais aussi un gros village à côté et puis aussi des maisons totalement isolées. Et aujourd'hui, elles sont raccordées avant des grandes villes d'ailleurs de France. Ici, dans une commune rurale vendéenne, eh bien 90% des habitants sont déjà raccordables. C'est une belle prouesse. C'est aussi démontrer que cette Vendée que nous aimons, avec une population répartie, aura droit d'ici la fin de l'année 2023 eh bien, au même service que n'importe quelle grande ville ou métropole française. Merci beaucoup, Monsieur Leboeuf. On rappelle donc un foyer sur deux éligible en Vendée et Vendée Numérique qui a d'ailleurs fêté récemment son 50 millième abonné et 10 communes de Vendée ont déjà plus de 50% des foyers qui sont abonnés à la fibre. Merci Aurélien Huard. François Sauvadet était en visite en Vendée. François Sauvadet, c'est le président du conseil départemental de la Côte d'Or, mais aussi le président des départements de France. La Vendée est son premier déplacement officiel depuis sa nomination il y a 1 an. Au programme, la démographie médicale ou encore la production d'hydrogène vert. Ce département, il est rayonnant, il fait face aux difficultés de notre pays, et aux difficultés parce qu'il a ses propres difficultés. Eh bien oui, il y a des gens qui souffrent, oui, le coût de l'énergie a augmenté, mais en même temps, ce que nous devons, c'est apporter des réponses. Et j'ai trouvé vraiment Alain très entreprenant, j'ai rencontré aussi son équipe, sur les problèmes aussi de l'eau, qui sont des problèmes de demain, ce département est tout à fait exemplaire. Il montre le chemin finalement pour la France.
Des images à présent de cette élection attendue dans le bocage. Véronique Besse n'est officiellement plus maire des Herbiers. Élue députée le 19 juin dernier, elle ne pouvait pas cumuler les 2 mandats. C'est donc son premier adjoint, Christophe Hogarth, qui a été nommé par le conseil municipal. Une élection à bulletin secret par 28 voix pour et 5 votes blancs. 9 adjoints ont été élus dans la foulée. Notez que Véronique Besse reste au conseil municipal. Elle entre également dans le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Mais écoutons tout de suite le nouveau maire. C'est une grande responsabilité, donc il y a forcément beaucoup d'émotions, il y a une grande confiance accordée par l'équipe et derrière évidemment il y a un petit peu de pression pour que les choses se fassent bien et puis qu'on arrive à relever ensemble les défis, donc bien sûr il y a de la pression. Personne ne peut vraiment succéder à Véronique Besse, c'est évident. Après on est quand même dans la continuité, on fait partie de la même équipe, ça fait très longtemps que je travaille avec Véronique, donc c'est une fin de mandat, une suite de mandats qui va se poursuivre dans la continuité et puis on va mener à bien tous nos projets et bien évidemment, le nouveau maire aura certainement un peu son style. 2022, une année décidément compliquée pour les agriculteurs. Après les chaudes journées de ces dernières semaines, le temps des moissons a déjà démarré avec près de 15 jours d'avance. Une précocité qui pourrait impacter la qualité des récoltes. Le reportage d'Alexandre Debray. Quand on voit comment les épis qui commencent à se courber, on peut te dire que bon là... La récolte approche. À Aisnay, les moissons avancent bien sur les parcelles de Dominique Verdon. Depuis le 17 juin, le GAEC Les Trois Étangs récolte 120 hectares de céréales. Une moisson un peu en avance, mais pas de panique chez les agriculteurs. Pour nous, évidemment, on va s'adapter. La machine, on les fait venir plus tôt, hein, mais ça fait beaucoup, mais ça décale tout. Alors après, c'est sûr qu'on se dit, bon, quand c'est récolté, hein. Mais quand, en général, on récolte comme ça de bonne heure, c'est pas forcément bon non plus, parce qu'en fait, ça veut dire que le blé a été très vite à mûrir. C'est pas forcément bon pour la qualité. Pour cet agriculteur, l'année n'est pas mauvaise, mais le grain ne sera pas non plus excellent. Il est notamment plus petit et moins protéiné. Une fois récolté, direction la Cavaque. Là aussi, les équipes sont prêtes à réceptionner les moissons. Le site peut récolter en tout 50 000 tonnes de céréales. Ici, nous sommes dans la partie stockage du grain. Nous avons 8 cellules de 3300 tonnes, 2 cellules de 2300 et 2 cellules de 1300 tonnes. Donc ici, nous avons du maïs de l'année dernière en stockage. Et ensuite, nous avons les cellules que nous avons préparées début juin pour la future collecte de cette année, qui a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc cette cellule de 3300 tonnes sera pleine en fin de semaine. Nous sommes mercredi, et dimanche la cellule sera pleine. Je constate que depuis 87, plus ça va, plus les dates de collecte sont de plus en plus tôt. Pour les professionnels du secteur, l'avance est exceptionnelle et atteint 15 jours. Cette situation s'explique par la sécheresse et les fortes températures du mois dernier. Si la Cavaque s'adapte, cela nécessite tout de même quelques ajustements. Ça génère un peu de désorganisation parce qu'on embauche à la Cavaque environ 250 saisonniers pendant cette période estivale pour faire face à la pointe de travail de la collecte. Et ce sont essentiellement des étudiants donc, qu'on embauche après la fin de leurs études et surtout après la fin de leurs examens. Et donc qui sont plutôt fin juin. Et donc là, la collecte a commencé auparavant. Les moissons pour ces céréales plantées à l'automne dernier vont bientôt s'arrêter. Les regards se tournent déjà vers les cultures débutées au printemps. Là encore, l'avance pourrait atteindre 15 jours. Et en direction à présent les Sables d'Olonne. Depuis lundi, le port à sec de Port-Olona est officiellement en fonction. Concrètement, il s'agit d'une structure qui permet de stocker des bateaux sur plusieurs niveaux, 112 pour cette première tranche, et de les mettre à l'eau à la demande. Le système s'adresse aux bateaux à moteur de 4 à 8 mètres de long, ce qui représente environ 50% de la clientèle. Ça permet de sortir le bateau après utilisation, de le stocker et de le remettre à l'eau à la demande du propriétaire avec un préavis simplement de 24 heures pour l'utiliser. Donc c'est un bateau qui ne subit pas les affronts de l'eau salée et puis de la saleté et puis en plus des vols et autres choses, donc qui est gardienné à sec et donc qui nous permet sur un espace relativement réduit de pouvoir stocker aujourd'hui 112 bateaux dans la première tranche. Et donc à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de bateaux vont pouvoir l'utiliser. On a environ 60 inscriptions, dont 25 contrats qui ont été signés déjà.
Prenons des nouvelles des réfugiés ukrainiens. Ils sont 85 à avoir été accueillis par l'association Les Joyeux Petits Souliers. Près de 4 mois après leur arrivée, certains choisissent de repartir, d'autres souhaitent s'installer durablement. Nous avons suivi 2 d'entre eux. C'était le 6 mars dernier. L'arrivée de familles ukrainiennes fuyant la guerre, les sirènes et les bombes. 4 mois plus tard, un choix s'impose, rester ou rentrer. 14 familles repartent vendredi. C'est le cas de Martha, professeure d'anglais. Elle a quitté l'Ukraine avec ses 2 enfants, pensant trouver le calme pour seulement quelques semaines. Mais 4 mois se sont écoulés sans que les enfants ne voient leur père. La famille retourne à Lviv vendredi pour le retrouver et préparer la rentrée des classes. Un choix loin d'être évident. C'est jamais la bonne décision parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas bien dans cette décision. Si je reste ici, ça veut dire que nous continuons d'être sans notre famille, sans papa et c'est pas bien. Si je pars en Ukraine, nous allons rejoindre notre famille, mais ça veut dire que c'est trop dangereux pour nous. Alors dans chaque décision, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai 3 sentiments très forts. Je suis contente, je suis triste et je pars. Si Martha a choisi de partir, d'autres, comme Valérie, s'installent pour une plus longue période en Vendée. Grâce au soutien des locaux, il a trouvé du travail dans une entreprise maraîchère. Je suis natif de Kherson et la situation est très compliquée là-bas puisque cette ville a été prise en premier par les occupants russes. Pour l'instant, j'ai très peu d'espoir de retourner dans les prochaines années. J'espère que je pourrai continuer mon travail et que mes enfants pourront continuer leurs études ici en France. Des situations et des décisions différentes, comme pour les 85 Ukrainiens accueillis par l'association des Joyeux Petits Souliers. On a des gens qui viennent de l'Est, qui n'ont plus de maison aujourd'hui, donc qui eux vont plutôt s'inscrire sur le long terme chez nous. On en a qui veulent repartir au mois d'août, on en a qui hésitent encore entre rester et repartir. Voilà, on en a qui ont trouvé du travail, qui travaillent ici maintenant, qui sont très bien intégrés. Voilà, donc je pense que chacun fait ça un peu au jour le jour, en fonction aussi de la région d'Ukraine de laquelle il vient, et en fonction de ses appétences pour rester ou pour repartir. Chaque histoire est unique, mais elles ont un point commun. Plus le conflit s'éternise et plus l'avenir est incertain. Du sport à présent, avec cet appel à bénévoles pour le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est un peu la porte d'entrée du Tour de France, puisqu'il concerne les moins de 23 ans. Cette 58e édition sera une traversée de la France, d'ouest en est, entre les 18 et 28 août, avec un départ de La Roche-sur-Yon. Et c'est donc pour cela que la ville lance un appel à toutes les bonnes volontés. Il faudrait 130 bénévoles pour encadrer le prologue du 18 août et le départ du lendemain. On a besoin de bénévoles, pourquoi ? Pour sécuriser cet événement. Sans bénévoles, en fait, cet événement ne peut pas avoir lieu. Donc on a vraiment besoin de vous. On a besoin de toutes les forces vives qui sont présentes et disponibles. Ça sera un moment plutôt sympathique. Chaque bénévole aura droit à son t-shirt du Tour de l'Avenir, mais aura droit aussi à un petit cadeau de la part de la ville de La Roche-sur-Yon et même la possibilité de participer à un dîner de clôture de l'événement. Allez, on termine en musique avec ces images festives de notre confrère Philippe Turbet de Neptune FM à l'occasion du lancement d'une exposition 50 ans de rock illet, raconté en photo, en son évidemment et en vidéo. Ça se passe tout l'été sur la promenade Quai du Canada à Port-Joinville. Plutôt qu'un long discours pour l'inauguration mercredi soir, 27 musiciens et chanteurs de différents groupes passés et présents de Lille ont joué tous ensemble. Cette expo retrace entre 40 et 50 ans de rock à Lille-Dieu avec environ 90 musiciens et une trentaine de groupes sur cette période-là, avec des anecdotes, des photos, des morceaux audio à lire sur QR code sur l'expo. Plutôt que de faire un discours, c'est de rassembler un maximum de rockers sur l'île et de former la plus grosse formation, le plus grand groupe de rock de l'île, en fait, pour l'occasion. Voilà, et c'est donc sur la musique que nous finissons cet hebdo. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, c'est lundi dès 7h30 dans votre matinale. En attendant, passez un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.